Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Dans le dernier épisode, vous avez découvert le témoignage de Marjorie, ancienne agent de photographe et productrice photo, devenue coach en reconversion professionnelle avec Dessine-moi une carrière. Passionnée de développement personnel, diagnostiquée très haut potentiel intellectuel sur le tard et ayant à cœur d'aider les autres à leur tour à trouver l'activité qui leur correspond, Marjorie fonde en 2013 Dessine-moi une carrière. La référence pour les femmes qui ne veulent plus être des moutons dans le monde du travail et qui veulent se dessiner une activité professionnelle à leur image en conjuguant plaisir, sens, excellence et intuition. Marjorie est convaincue que nous avons tous une place professionnelle et un rôle à jouer sur Terre. À partir d'une vision unique, loin des bilans de compétences classiques, Marjorie vous propose une méthode holistique qui prend en compte toutes les dimensions qui vous constituent pour vous retrouver à tous les niveaux professionnellement. Son approche transdisciplinaire vous reconnecte à votre instinct et sensibilité pour vous aider à sortir des schémas professionnels classiques et trouver le projet que vous avez au fond de vous. Découvrez la méthode holistique en 5 étapes de Marjorie et faites-vous accompagner par elle et son équipe. En coaching individuel intensif, trouvez sa voie pendant 4 mois si vous voulez une relation privilégiée avec votre coach, ou un parcours collectif 180 degrés reconversion pendant 5 mois pour être boosté par l'effet de groupe. Les programmes Dessine-moi une carrière peuvent se financer grâce au CPF et tout se fait à distance. Si vous cherchez du sens professionnellement, mais surtout que vous êtes passionné par le développement personnel, l'empowerment féminin et l'intuition, Dessine-moi une carrière est la solution dont vous avez besoin. La première séance diagnostic avec Marjorie est offerte pour tous les auditeurs d'Oser la reconversion. Alors, aucune excuse pour ne pas essayer. Prenez rendez-vous dès maintenant sur www.dessinemoiunecarrière.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Constance de Chompré. Ancienne avocate d'affaires, Constance a fondé The New Me, une chaîne de studios de sport et bar à latte à l'américaine. C'est le studio dont tout le monde parle à Paris. Constance a ouvert 5 studios dans Paris en à peine 1 an et demi et projette d'en ouvrir d'autres en France et à l'étranger. Constance devient avocate d'affaires car elle est fan de la série Ally McBeal. Elle se spécialise en propriété intellectuelle et des nouvelles technologies et protection des données personnelles. Mais très vite, Constance se rend compte que la réalité est loin de la série télé et elle se sent plus attirée par le monde de l'entrepreneuriat, milieu dans lequel évolue son mari entrepreneur. C'est à la naissance de son premier enfant que Constance décide de ne pas retourner au cabinet à la fin de son congé mat. Elle n'a pas envie de faire comme ses boss, maman avocate, qui voient à peine leurs enfants car elles passent leur vie au cabinet. Constance devient alors maman blogueuse et lance Mum Day Mornings, une newsletter et un site internet avec des bons plans pour les enfants à Paris. Sa communauté grandit petit à petit. C'est 6 ans plus tard, au cours d'un voyage à New York, que Constance a le déclic pour fonder The New Me. The New Me, ce sont des cours de réformeur Pilates, le cours signature de Constance, des cours collectifs et un bar à latte hyper trendy. Alors avec Constance, on a évoqué sa carrière d'avocate, comment faire grandir sa communauté, comment elle a réussi à ouvrir autant de studios aussi vite contre l'avis des banquiers, sa success story, comment ces 6 années de maman blogueuse lui ont ensuite permis d'aller très vite et ses projets pour l'avenir, car Constance voit les choses en grand pour The New Me. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Constance. Bonjour Constance, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, je suis très contente. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Constance de Chompré, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 petits garçons de 7 et 9 ans. Je suis la fondatrice des studios The New Me, bientôt 7 studios à Paris en 1 an et demi, donc c'est un parcours assez rapide. J'étais avant avocate, donc c'est vraiment une reconversion. Je suis passée par plusieurs étapes avant de monter mes studios. Voilà. Donc c'est une reconversion assez incroyable, donc j'ai hâte que tu nous racontes. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment tu avais choisi de faire tes études de droit et de devenir avocate ? Alors, quand j'étais jeune, j'étais complètement dingue de la série Ally McBeal
Et donc, j'avais envie de devenir Ally McBeal. Je me suis dit, c'est trop cool, je vais aller plaider, je vais aller au tribunal, je vais être une super avocate. Et puis ensuite, je me suis lancée dans mes études de droit. Donc, depuis très longtemps, j'ai toujours voulu être avocate. J'avais pas du tout d'avocat dans ma famille. Donc, c'était vraiment voilà, un rêve de petite fille de cette série Ally McBeal. Et puis, en fait, donc je me suis vite lancée dans mes études de droit. Après mon baccalauréat, j'ai juste fait une année de césure que je suis partie à l'étranger. J'ai fait 6 mois en Espagne et 6 mois aux États-Unis pour approfondir mes langues et pour être sûre aussi de ce parcours que je voulais entreprendre, qui est quand même pas évident. C'était de longues études et assez difficile. Et donc, je suis partie faire cette petite année de césure. Ensuite, j'ai fait mes études de droit. Et puis, après ces études de droit, j'ai passé le concours d'avocat et j'ai tout de suite intégré des cabinets anglo-saxons, où là, je me suis vite rendu compte qu'en fait, Ally McBeal, c'était la télévision, mais qu'en fait, je suis beaucoup moins à plaider, en tout cas dans les tribunaux, que c'était plus finalement du conseil. Donc, on était plus derrière son ordinateur, c'était plus de la rédaction. Et qu'en fait, la partie, moi, que j'aimais, qui était vraiment le contact humain, et ben en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, très vite, je me suis quand même intéressée à plein d'autres choses. J'ai toujours adoré le commerce depuis que je suis petite. J'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, qui était entrepreneur. Et donc, l'envie de l'entrepreneuriat m'a très vite attirée. J'avais envie de, moi aussi, de créer quelque chose et finalement de m'épanouir dans quelque chose. Et je pense que l'épanouissement, ça a été aussi un peu le premier déclic, c'est comment s'épanouir. Et donc, je me suis intéressée à plein de projets. Et au début, je continuais du coup dans ma vie d'avocate qui me plaisait quand même parce que voilà, j'ai appris plein de choses, la rigueur notamment. Et donc tes parents, ils faisaient quoi quel était un peu d'où tu viens voilà, ce que tu dis qu'ils étaient pas du tout en droit. Eux, ils avaient un métier plus. Alors, mon père travaillait dans le milieu de la décoration d'intérieur et mon père écrivait des livres. Donc, rien à voir. Assez créatif du coup. Voilà, un peu plus créatif, exactement. Et moi, j'avais envie justement d'un métier un peu plus sécuritaire, un peu plus, voilà, je savais que c'était des métiers prestigieux, ça m'attirait beaucoup. Donc voilà. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que tu étais avocate en propriété intellectuelle. Donc, tout ce qui est un peu copyright, voilà. Donc, c'est un peu les avocats qui travaillent le plus avec les artistes. Et je trouve que finalement, les personnes qui se spécialisent dans ce domaine en droit, c'est peut-être les personnes les plus créatives en général. Donc, tu avais déjà un petit peu cet appel, tu penses, de quelque chose de plus créatif? Alors, je faisais en même temps du droit des marques, donc comme tu disais, de la propriété intellectuelle, mais en même temps du droit des nouvelles technologies, donc tout ce qui était en fait la CNIL, les contrats informatiques, et ça c'était peut-être un peu moins glamour, mais c'est vrai que c'était le début, les données personnelles, etc. Donc on parlait beaucoup de ça, c'était le début de tout ça. Mais je dirais que finalement non, il n'y avait pas c'est pas du tout par rapport à ça ou par rapport en fait à cette spécialisation que j'avais choisie, que j'avais plutôt envie d'entreprendre. Ce qui me manquait, c'était vraiment le côté, je dirais, humain, à la rencontre des gens. Et puis, le sens, finalement, le commerce. Je crois que aussi, j'aime beaucoup le contact, vendre des choses, partager une passion, faire en sorte que les gens adhèrent à ce que je crée et à intégrer mon univers. Et donc, je pense que c'est peut-être ce que j'avais le moins dans ce métier, même si c'est un métier passionnant aussi et très prestigieux. J'avais plutôt envie de créer quelque chose pour moi, en fait. Et donc, tu es avocate quand même pendant 5 ans, hein, donc au total. Donc, c'est quand même une petite durée. Comment ça se passait un peu dans ta tête? Parce que j'imagine que voilà, le déclic s'est fait un peu progressivement. Comment ça s'est passé un peu tes années d'avocate? Alors, ça s'est pas fait vraiment tant progressivement. C'est qu'en fait, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et que là, je pense que le déclic pour pas mal de femmes se fait à ce moment-là. Au moment où, en fait, tu te poses des questions en te disant voilà, je vais avoir un enfant, je vais être maman, ce sera peut-être pas le dernier. Et donc, comment je vois ma carrière évoluer là où je suis actuellement. Donc, en étant avocate, il y avait plusieurs, évidemment, on est collaborateurs au début et puis l'idée, c'est de devenir associé. C'est un peu, je dirais, le parcours classique. Et donc, j'ai beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, puisque dans ce type de cabinet anglo-saxon, on bosse tard le soir, et donc on passe aussi un peu à côté de sa vie de famille et on est souvent sollicité pendant les vacances scolaires, les week-ends. Et j'avais des amis qui étaient déjà un peu plus seniors que moi et je voyais à quel point c'était compliqué pour elles, qu'elles avaient envie de se mettre à leur compte, de continuer ce beau métier, mais plutôt à leur compte. Et moi,
je pense pas assez l'envie de gravir ces échelons, de tout donner, de passer à côté aussi de ce que j'aimais. Donc, il y avait l'enfant, l'envie dans ce côté entrepreneuriat qui m'attirait. Et donc, et bien après mon premier congé maternité, je ne suis pas revenue. Ah ouais. Et c'est ça, en fait, le déclic. Et donc, j'ai réfléchi. Donc, ensuite, j'aime travailler, j'ai toujours travaillé. Donc, j'ai rapidement réfléchi et j'ai ensuite suivi des formations chez un incubateur de start-up qui s'appelait The Family. Et en fait, je suis allée là tous les jours à la rencontre d'entrepreneurs, à la rencontre de jeunes, mais pas que ça. Des personnes plus âgées qui avaient aussi envie, des anciens médecins qui créaient des logiciels pour les médecins. J'ai rencontré plein de gens, j'allais tous les jours là-bas et j'ai commencé à faire des petits cours, des ateliers en fait, des masterclass sur le digital marketing, comment créer une marque. Donc c'était vraiment Internet, mais il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. C'était vraiment le début. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux qui aujourd'hui vous aident à vous lancer. Je dirais qu'ils sont une vraie aide, un vrai tremplin. Mais donc j'ai rencontré les gens et tout, et j'ai commencé à créer une newsletter pour essayer de créer autour de moi une communauté. Et je me suis dit que cette communauté, une fois que je l'aurais créée, c'est un peu les conseils que j'ai eu là-bas, je l'emmènerais peut-être à un projet. Je sais pas encore lequel, mais en tout cas, j'emmènerais cette communauté de femmes, peut-être de mamans comme moi, vers ce nouveau projet. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, en fait, cette histoire a commencé. Donc ça, c'était en 2015, pour resituer un petit peu. Et alors, juste une petite question. Quand tu es partie en congé mat, tu savais que tu n'allais pas revenir ou c'est au moment de l'accouchement et après? Je pense que non, je pense que je savais, en fait. Je pense que dans ma tête, c'était oui, je savais que j'allais pas revenir, que c'était pas vraiment officiel, mais après ça me travaillait et je pense que ça allait devenu juste quand j'ai eu mon bébé. Oui, en fait, c'est que tu te voyais pas avocate maman, en fait. Tu te reconnaissais pas dans les avocates qui étaient maman. On avait dans notre cabinet des femmes mamans et qui restaient jusqu'à 1h du matin avec leur dossier et c'était pas ce que je voulais. Alors aujourd'hui, je dis pas que je travaille moins parce que je travaille plus, mais c'est pour moi. Donc en fait, typiquement hier, mon fils était malade et ben je suis allée le chercher à l'école sans rendre de compte à personne. C'est mon emploi du temps, c'est moi qui manage ma vie comme je veux. Je prends pas mal de vacances avec mes enfants, les vacances scolaires. Je travaille pendant que je suis en vacances avec eux, mais c'est moi qui adapte. C'est-à-dire que je travaille le matin. Si je veux, j'arrête. C'est ma boîte. Donc, en fait, c'est un peu mon emploi du temps. Alors, je dis pas que je travaille moins, mais je dis que je suis dans ma tête, en tout cas, libre. Oui, et puis c'est beaucoup plus flexible. Tu travailles autant, mais tu n'es pas forcément obligé de respecter les horaires de ton boss, en fait. Pas de compte à rendre. C'est aussi une sorte de liberté. Même si on est aussi enfermé on a aussi des objectifs. J'ai une boîte. Aujourd'hui, j'ai 25 personnes qui travaillent pour moi. Donc, c'est aussi une responsabilité. Donc, j'ai des responsabilités peut-être plus que ce que j'en avais avant. Mais j'ai aussi une liberté. Donc, paradoxalement, on a des responsabilités plus, mais aussi plus de liberté. Et donc, quand tu vas à The Family, comment ça se passe? C'est payant? T'es sélectionné un petit peu? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, à l'époque, je sais pas trop aujourd'hui où ça en est, mais à l'époque, bon, il y avait des lieux, c'était un gros loft dans le Marais où les gens venaient, on parlait de nos projets, ils nous aidaient, on avait envie de créer une boîte et donc on discutait, il y avait un espace de coworking et donc moi je leur ai demandé des conseils, voilà, je voudrais monter un e-shop, faire un blog. À l'époque, c'était la mode des blogs. Ok, mais qui va venir sur ton blog? Tu n'as personne, alors tu dois d'abord créer une newsletter. Donc, on avait Facebook à l'époque, j'ai commencé à envoyer une newsletter où je partageais des billets d'humeur à des mamans, des femmes un peu CSP++ comme moi, et avec, à la fin de ce billet d'humeur, des bons plans pour les familles. Et donc, au début, je partageais des bons plans, ce qu'on faisait le week-end. Quand je faisais c'était Pâques, où est-ce qu'on trouve les super chocolats de Pâques. Et puis, petit à petit, j'ai évolué dans ce format. J'ai interviewé des mamans chez elles qui étaient elles-mêmes entrepreneurs et qui nous partageaient elles-mêmes leurs bons plans. Donc, j'allais faire une petite photo chez elles. Je les prenais en photo. Et après, je leur posais quelques petites questions, une sorte d'interview. Où est-ce que vous partez en vacances? Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Voilà. Et donc, c'est comme ça que je partageais cette newsletter sur Facebook. Enfin, en tout cas, ce billet d'humeur, ces bons plans, je l'envoyais aussi j'avais une base de données qui grandissait petit à petit. Puis elles-mêmes le partageaient à leur réseau. Ce qui fait que petit à petit,
la base de données, elle a grandi comme ça, elle a grandi, jusqu'au moment où j'ai dit, ok, maintenant on va faire un site internet, un blog où je vais pouvoir mettre ce contenu sur un site. Et il y aura toujours une petite newsletter, mais qui renverra en fait à ce site internet, à ce blog où je pouvais justement réunir plus de monde et puis après voir justement combien de personnes venaient sur mon blog et combien de personnes en fait je touchais chaque semaine. Ouais, je pense que c'est le rêve pour beaucoup, en tout cas à l'époque, de passer d'avocate à maman blogueuse. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, c'est moi qui crée mon contenu vraiment à 100%, donc je travaillais beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'a pas de revenus, donc on donne beaucoup de son temps. Et pendant 2 ans, on va dire pendant presque 2 ans, ouais, j'ai fait du contenu, interviewer des mamans, etc. Mais c'était vraiment sans avoir de rentrée d'argent. Donc, c'était aussi, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi, j'avais la chance de pouvoir me dire que je pouvais prendre ces 2 ans, entre guillemets, où j'allais faire des choses, mais qui n'étaient pas rémunérées, mais dans l'objectif d'aller arriver à un vrai projet. Et à un moment donné, on se cherche un peu aussi. Et donc, j'ai créé ce contenu, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai parlé à beaucoup de femmes entrepreneurs. Ça m'a aussi conforté dans l'idée, en tout cas, que j'avais aussi envie de créer ma propre boîte. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me dire qu'il fallait quand même que je rentre un peu de sous. Et donc, je me suis dit, 100 000 mamans qui viennent sur mon blog chaque semaine, et ces 100 000 mamans, je vais les convertir à acheter des choses. Donc, au début, j'ai vendu des marques, des jeunes marques qui se lançaient en disant, écoutez, moi, j'ai des mamans, j'ai des femmes, j'ai du potentiel, elles viennent, pourquoi elles pourraient pas acheter sur mon site? Donc, j'ai créé un site B2C, en fait. Et puis après, quand j'ai vu que ça achetait, je me suis dit, je vais faire mes propres produits. Donc, au début, j'ai fait des tote bags, des t-shirts, des sweats pour les familles. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, j'ai été vendue dans des multimarques, au bon marché. Et puis petit à petit, cette communauté grandissait. Ma marque avait de la visibilité. Et puis, j'ai pris mon premier petit bureau dans les sous-sols de boutique d'une copine. Et puis après, j'ai changé au bout de 2 ans pareil. J'ai repris un autre petit bureau. J'ai expédié les commandes avec ma mère dans la cave. J'allais à la toujours avec mes tote bags. Et puis, petit à petit, cette communauté me suivait, grandissait. J'ai fait des bijoux. Enfin, voilà, j'ai ouvert un peu, mais toujours en me disant, qu'est-ce que ça va devenir, en fait? Qu'est-ce que ça va être? J'avais pas de projet finalement concret. Et en fait, voilà. Et oui, donc tu dis que c'était une vraie chance, mais en même temps, c'est aussi un investissement parce que même si tu pouvais te le permettre, entre guillemets, voilà, tout le monde a la pression de gagner de l'argent. Donc, tu t'es quand même dit, bon, j'investis sur moi, j'investis sur mon avenir, j'ai envie de créer ma boîte. Donc, c'est aussi quand même des sacrifices, hein, j'imagine, de se dire que pendant 2 ans, tu n'as pas d'entrée d'argent. Comment tu te sentais à ce moment-là? Parce que toi, tu avais pour projet de créer une entreprise. J'imagine que tu voyais le temps passer, ta communauté grandissait, mais il y a toujours le moment où tu t'es un peu perdu, quoi. Tu sais pas trop comment faire, tu sais pas trop vers où tu vas. Quand tu te retrouves avec ta maman en train d'envoyer les colis, j'imagine, elle doit se dire, attends, ma fille, elle était avocate avant. Comment ça s'est passé un peu pour toi cette période quand tu y repenses à posteriori? En fait, je me dis, tiens, c'est marrant, je bricolais, en fait. C'était un peu du bricolage. Et c'est ce qu'on se disait. En fait, je me dis, tiens, pendant 2-3 ans, j'ai bricolé. Pourquoi finalement, j'ai pas avant monté The New Me, etc. Mais je pense que cette phrase, elle est aussi importante parce que, en fait, finalement, je me dis, mais je regrette pas. Je pense que si j'étais pas passée par là, est-ce que finalement, j'en serais arrivée là où je suis aujourd'hui? J'ai eu besoin de ce moment où j'étais vraiment seule, livrée à moi-même. Est-ce que ce que je faisais, rencontrer des gens, créer une petite marque au début qui s'appelait justement Monday Mornings, de mon nom, cette newsletter que j'avais gardée. Et puis, rencontrer des gens qui disent, ah, j'adore ce que vous faites, c'est super. Ça te donne aussi des encouragements, ça te donne aussi des ailes pour se dire, je sais pas, mes tote bags, ils ont été vendus en 48 heures. Tiens, ces t-shirts, ils ont été vendus en 1 semaine. Je faisais des petites collabs avec des marques. Finalement, je me dis que j'ai perdu du temps, mais finalement, je me dis, en fait, non. Ça a été l'étape, en fait, la première marche. Et puis, il y en a eu plusieurs avant d'arriver là où je suis. Et puis, j'ai adoré ce moment aussi avec mes enfants où j'étais pas non plus, pour le coup, je partais à 19 heures du travail. Je profitais de mes enfants, je profitais de ce temps-là. Mais c'est pas non plus, j'étais pas chez moi l'après-midi. C'est-à-dire que j'ai quand même bossé, je me suis quand même donnée à fond. Mais j'avais un rythme beaucoup moins soutenu qu'aujourd'hui. Des petites étapes et puis les réseaux sociaux sont arrivés. Il y a eu Instagram, donc je me suis mis sur les réseaux. J'ai partagé
cette marque, ce que je faisais, les petites créations, les rencontres avec les jeunes créateurs. Je faisais des salons, je faisais plein de choses en fait. En tout cas, je me donnais à fond pour même ce que je faisais, c'est-à-dire cette petite marque, essayer d'avoir de la visibilité, partager la vente dans des shops un peu en France, voilà. Et puis, j'ai toujours aimé voyager, donc je m'intéressais à beaucoup de choses. Et puis, j'ai eu plein d'idées, plein d'idées. Et puis, jusqu'au jour où je suis partie à New York parce que j'adore le sport. J'ai toujours été très sportive. Et quand je vais là-bas, j'essaye plein de concepts, comme des concepts food et aussi des concepts de sport. Et puis, c'est toujours maman, les États-Unis sont là et nous, les Français, on est toujours 10 trains derrière. On n'est jamais aussi rapide, aussi inventif, tout ça sur le plan un peu marketing, avec tous leurs concepts qu'ils peuvent avoir là-bas. Et puis, j'ai essayé un cours de sport là-bas. J'en ai essayé plein pendant 5 jours. Je faisais que ça. On testait des restos avec mon mari. J'essayais des concepts de sport. Et puis, un jour, j'ai eu une sorte de déclic sur un concept. J'ai fait un cours et puis j'ai senti quelque chose. Non seulement quelque chose pour moi-même. En fait, j'ai une sorte d'énergie, un truc décuplé. Et puis, un concept exceptionnel. Et là, je me suis dit, OK, je vais le faire en France. J'adore ce cours. J'ai une sorte de relation. Et donc, je sors de ce cours. Il y avait une Française qui était là, qui a monté une marque de bijoux assez connue. Et elle me dit, je suis entre New York et Paris. Moi, j'adore ce cours, mais à Paris, ça marchera pas. Les Françaises, elles sont très introverties. Et là, c'était vraiment un partage d'énergie où on prend confiance en soi, où c'est un lâcher-prise total. Et j'ai senti un truc qui s'est passé. Et je pense que ça a été un nouveau déclic en me disant, mais c'est ça que je vais faire. J'aime le sport, j'aime le partage d'énergie. Mais en même temps, j'aime les lieux, j'aime l'humain, j'aime le commerce. Il faut que je crée quelque chose autour du sport et autour de ce cours que j'ai tellement aimé. Et donc, c'est un peu comme ça qu'a commencé l'aventure The New Me, qui veut dire le nouveau moi, en fait, le nouveau moi, The New Me. Et puis, j'ai commencé à partager avec ma communauté, qui n'était pas très grande sur Instagram, mais quand même assez engagée. Les filles, je suis à New York, c'est un truc exceptionnel qui se passe. J'ai fait un cours de dingue, je vais vous le proposer, je vais rentrer en France, on va le faire, je vais vous montrer. Et donc, tout de suite, une sorte d'engouement. Oh, waouh, ça a l'air génial, dingue. Mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est un peu aussi, voilà, cette communauté qui m'a portée à me dire, mais attendez, je vais vous montrer ce que c'est, je vais le faire, je vais vraiment vous faire ce cours. Et du coup, entre ce cours et l'ouverture du premier studio The New Me, il y a eu combien de temps à peu près? Il y a eu 1 an et demi. Ah ouais, donc super rapide. Il y a eu confinement entre-temps, donc du coup, ça a un petit peu ralenti et en même temps, ça a accéléré aussi. Je pense que le confinement a été positif pour moi et en même temps, ça m'a permis aussi d'accélérer les choses d'une certaine manière puisque je suis rentrée en novembre de New York. J'ai contacté la marque à New York en disant, est-ce que vous voudriez qu'on fasse des franchises avec moi en France? Moi, je trouve votre concept, je le trouve génial. Et elle m'a dit non. Donc, quand je suis rentrée à New York, j'ai déposé la marque The New Me. Je me suis dit, allez, ça va être ma marque. J'ai acheté le nom de domaine et puis j'ai dit, OK, je me laisse 1 an pour le faire. Et en mars, il y a eu le confinement qui est arrivé. On s'est tous confinés et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout le monde était derrière son écran. Les gens proposaient des cours de cuisine, des cours de lecture, des cours de do-it-yourself avec des cours de couture. En tout cas, tout le monde essayait de proposer. Et moi, au bout d'1 semaine, j'ai dit, hey, les filles, on est enfermés, vous savez quoi? Je suis pas prête, mais moi, je vais vous proposer. Je vais essayer de faire une version de ce cours à la Constance. Et ça va s'appeler The New Me. Et let's go, on se donne rendez-vous demain à 18h pour le premier cours online. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ah ouais, donc là, le stress, parce que t'étais pas forcément prof de yoga à ce moment-là. J'étais prof de rien, je n'avais aucun diplôme, mais j'avais de l'énergie et la volonté en tout cas de partager quelque chose. Et donc, je me suis mis derrière mon cahier, j'ai fait mon séquençage de mon cours, comment ça allait commencer. J'ai commandé un trépied sur Amazon, je me suis mis dans une petite salle, dans cette maison qu'on avait louée pendant le confinement. Et puis, j'ai fait une playlist de musique et j'ai commandé un micro et j'ai dit, let's go, on y va. Et de là, j'ai fait 3 lives par semaine pendant tout le confinement. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Il y a des gens dans le confinement qui ont profité de leurs enfants, de plein de choses. Et moi, j'ai été tout le temps à faire mes playlists, mes cours, à apprendre par cœur mes cours. Essayer d'être à l'aise aussi avec un micro devant une caméra où il y avait entre 2000 et 5000 personnes à chaque live. Donc, ça a été le début de l'aventure The New Me.
Et alors, si tu pouvais nous présenter The New Me, alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait cette énergie unique? Alors, The New Me, c'est un cours signature. C'est un cours justement où on va séquencer, on va travailler toutes les parties du corps en 60 minutes. Mais il va y avoir une interaction avec les gens qui suivent le cours. On va leur donner confiance en eux. On va leur dire que même s'ils n'arrivent pas, il faut qu'ils continuent. On va pendant tout le cours les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il y a vraiment, pendant 60 minutes, je ne fais que parler avec mon micro et je donne toute l'énergie que j'ai avec un fond musical qui donne aussi l'énergie et l'envie de se surpasser. C'est ça, The New Me. Et puis maintenant, The New Me, ce n'est plus que ce cours signature, c'est des studios que j'ai créés, du coup, parce que j'avais envie de partager ce cours, mais malheureusement, je ne peux pas donner 7 heures de ce cours par jour. Dans mon premier lieu que j'ai ouvert, en mars 2022. Et donc, c'est des studios avec des super cours, des profs qui vont donner des cours d'abdos fessiers, de danse, de cardio-bar, plein de concepts aussi qu'on va trouver. À Paris, on a la chance, on a des super coachs qui aussi créent des concepts, donc on les amène dans nos studios. Moi, je donne mon cours signature 4 fois par semaine dans les différents studios qu'on a. Et puis, j'ai un peu fait évoluer mon offre dans mes différents points de vente, dans mes différents lieux avec ce Pilates Reformer qui est un carton aux États-Unis, toujours avec cette inspiration américaine où il y en a beaucoup, mais nous en France, il n'y en a pas du tout. Où maintenant, on fait des cours collectifs de machines de Pilates intenses. Et donc maintenant, dans certains studios, il n'y a que ces machines-là avec ces cours collectifs. Oui, parce que c'est assez incroyable. C'est aussi pour ça que j'ai insisté un petit peu sur ta phase un petit peu avant d'introspection, puisque ensuite, The New Me, ça a été vraiment hyper rapide, puisque en 2 ans seulement, entre 2022 et voilà, fin 2023, tu as ouvert 5 studios à Paris. Donc, pour les auditeurs parisiens, il y en a un dans le 16e avenue Mozart. Le deuxième, c'était dans le 17e rue Geoffroy d'Abance. 3e studio dans le 16e aussi à Passy. 4e studio dans le 7e avenue Bosquet. Et le tout nouveau à Neuilly. Oui. Donc, c'est assez incroyable d'en ouvrir autant quand on voit voilà, tout ce qui... voilà, on a beaucoup d'invités qui nous racontent les péripéties administratives, les travaux dès qu'on ouvre en fait un local à Paris. Donc, je trouve important aussi de reparler de ta phase un petit peu d'avant parce que c'est ça qui a fait qu'après, je pense, tu as été super rapide parce que tu as eu tout ce cheminement. Alors, c'est pas que ça. C'est le premier, ça a été tellement une fierté d'ouvrir mon premier lieu. Et c'était pas seulement le cours The New Me. Et je vous dis, le coach était créer un lieu qui me ressemble, faire partager à des femmes qui me suivent un endroit dans lequel je me sens bien, dans lequel on peut prendre des lattés. Donc, dans tous nos lieux, il y a des bars à lattés. On peut se poser, on peut discuter. Il y a plein de filles qui viennent, qui sont devenues copines maintenant dans nos lieux. Donc, ça, c'est aussi pour nous un challenge, un pari réussi, c'est qu'on a envie de venir, on a envie de revoir ses copines qu'on voit tous les lundis au cours. Et celui, il a tout de suite assez fonctionné. Donc, il était attendu. On a partagé les travaux. J'ai vraiment créé... moi, je suis passionnée de décoration. Donc, j'ai vraiment créé un lieu. Le premier, ça a été un peu... un lieu test, donc il y a des choses qu'on a gardées, puis des choses qu'on n'a pas gardées, mais c'est quand même notre premier, on est hyper attachés, puis on a nos bureaux à l'intérieur de ce premier studio dans lequel je suis actuellement. Et puis ensuite, très vite, on avait qui plaisait, et on s'est dit, OK, on va en ouvrir un deuxième. Et moi, comment je suis allée assez vite, déjà, c'est les rencontres. Alors, on va pas se mentir, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes, et c'est pas du tout facile. Mais moi, j'ai trouvé une bonne personne avec qui j'ai avancé. Et donc, cette personne qui a avec moi une énergie, qui a la même énergie que moi, je dirais, et qui donne tout avec moi pour aller vite, eh bien, ça m'a aidé. On va dire que ça m'a aidé. Et puis après, on était deux. On n'avait pas trop de budget pour s'entourer plus. Donc, on avait nos coachs, évidemment. On avait 2 points de vente. Donc, on se relayait, on se débrouillait. C'était un peu ma mère qui payait les points de vente. On se débrouillait comme on pouvait, des petits étudiants le week-end. Et puis après, on a vu que le deuxième lieu, sur ce concept de réformeur, il plaisait. On y a mis aussi notre cœur, notre déco, notre énergie, etc. On s'est dit OK. Et puis là, on s'est dit OK, maintenant, il faut qu'on aille vite. Maintenant, on a quelque chose entre les mains. Il faut aller très, très vite. Et il faut qu'on soit les premiers, en France en tout cas, sur ce segment de réformeur Pilates. Et on a l'énergie. Donc, on va y arriver. Et donc, on a galéré. Et ça, je vais pas vous mentir. Et chaque jour, c'est un nouveau challenge puisqu'on se développe en propre et que on a peu de fonds. On n'a pas fait de levée de fonds. Donc, on est aujourd'hui avec juste un propre. On va toquer souvent
aux banques et qui sont très fébriles aujourd'hui avec tout ce qui se passe pour prêter des sous. Mais au mois de juillet l'année dernière, on a signé 2 lieux et on nous a dit, vous n'y arriverez jamais, vous n'avez pas l'argent. Et on s'est toutes les deux dit, on va y arriver. Et en fait, on est arrivé parce qu'on a toujours des solutions et qu'on se donne à fond. Et voilà. Et aujourd'hui, on est arrivé. Et certains disaient, vous n'y arriverez pas. Et on a trouvé comment faire. Et vous êtes associé avec la deuxième personne? Alors, pour l'instant, non. Mais là, j'ai décidé du coup de l'associer dans ma boîte. Ah, bah super. C'est vrai que c'est chouette aussi. C'est plus stimulant, je trouve, de travailler à deux parce que parfois, tout seul, voilà, on peut avoir des coups de mou. Et puis, quand on est deux, il y a l'autre personne. Et puis, il y a toujours l'énergie de groupe. Et peut-être, est-ce que tu auras un conseil pour les femmes, justement, qui ont du mal à trouver des financements, qui doivent toquer aux banques? Parce qu'on sait que c'est toujours plus simple de se faire prêter de l'argent quand on est un homme. Tu vois, il y a toujours un petit peu ce côté de je suis une femme, je suis maman. Les banques, elles sont un peu plus, voilà, elles te disent, bah toi, ça va être un peu moins sérieux. En plus, quand on est dans le bien-être. Donc, est-ce que toi, tu as des conseils un peu sur ça? Moi, j'étais dans une banque depuis très longtemps et qui nous a pas beaucoup aidés. C'était pourtant des femmes qu'on a rencontrées. Nos interlocutrices étaient des femmes pour le compte professionnel. Et paradoxalement, elles nous ont pas aidés. Alors, elles nous ont un petit peu aidés, mais en disant, vous allez trop vite, on peut pas vous prêter plus. Non, alors qu'elles voyaient les chiffres et que voilà. Et un jour, on m'a donné un contact d'une banque. On m'a dit un mec super dans telle banque qui n'est pas à Paris. Et donc, je suis allée le voir et lui, il ne nous connaissait pas, il connaissait pas notre activité. Et c'était un homme et on lui a vendu notre concept. Il a dit, waouh, vous êtes ultra dynamique. Vous croyez en votre projet, il n'a jamais vu ça. Et je l'ai supplié de nous prêter de l'argent. Et lui, il a accepté et on a eu affaire à 2 hommes. Comme quoi, entre femmes, il n'y a pas forcément, de solidarité. Et c'est des hommes qui nous ont suivis et pas que. Alors, nous, on a fait appel à d'autres types de leviers bancaires avec, vous savez, aujourd'hui, les fonds participatifs qui peuvent prêter sur une courte période. Mais on a réussi. Alors, on n'a pas beaucoup d'aide bancaire, mais on en a un petit peu. Mais on a réussi quand même à tenir bon, à avancer. Aujourd'hui, je constitue une vraie équipe. Donc, j'ai recruté quelqu'un sur le développement parce qu'on va faire le salon de la franchise en mars pour franchiser le concept, pour aller encore plus vite. La franchise, c'est le premier, en fait, c'est le seul même levier pour aller vite quand on n'a pas une trésorerie énorme. Donc, on va franchiser notre concept en mars et on n'a plus de place sur le salon de la franchise. Tous nos créneaux sont full, donc on a beaucoup de demandes. Et on continue de développer à Paris en propre. Et là, on part vendredi à Genève pour développer la Suisse. Voilà, donc on a plein de projets. Petit à petit, voilà, maintenant on est en 4, une personne qui gère la com, même si je gère beaucoup de choses, une personne qui va gérer le développement, et puis on est 2 finalement à la tête de cette boîte où voilà, je tiens les rênes, mais j'ai quand même aujourd'hui une vraie personne de confiance avec moi sur ce projet. Bah c'est incroyable. En tout cas, c'est une histoire très inspirante. Et alors, tu es maman aussi donc de 2 enfants. Comment tu arrives à tout faire? Alors, selon ma mère, je travaille trop. Il faut plus que je m'occupe de mes enfants. Eh ben, je fais comme je peux. Et je pense que personne n'est parfait. Et maintenant, j'évite d'écouter, en fait, tout ce qu'on me dit en me disant, tu devrais plus faire ça, tu devrais plus faire ça. Je pense que je suis là pour mes enfants. C'est-à-dire que c'est vrai que je travaille un peu le samedi quand je suis à Paris, mais je prends beaucoup de vacances avec mes enfants. Alors, c'est vrai que pendant les vacances, je travaille aussi. Mais je suis avec eux et je pense que ça, c'est important aussi. Et même si là, les vacances de la Toussaint, j'ai beaucoup travaillé la 2e semaine quand j'étais avec eux et j'avais moins de temps. Mais je pense qu'il faut passer du temps qualitatif. Je préfère être avec eux, à bosser un peu, 4 heures par jour dans mon bureau, mais même s'ils sont dans le jardin, à jouer à côté de moi. Ça, pour moi, c'est important. C'est ce que je pense. Et puis, je pense aussi que, voilà, hier, j'avais un enfant malade, j'ai dû aller le chercher à l'école. Et voilà, j'étais là, j'ai passé l'heure avec lui. Il y a personne qui m'a dit que je devais repartir au bureau, mais je suis repartie. Et je pense que l'important, c'est du temps qualitatif, mais de montrer aussi aux enfants qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut se défoncer dans la vie, parce que rien n'est acquis, parce que le monde dans lequel on vit, il n'est pas facile et que ça n'ira pas en s'améliorant. Ce qu'on laisse à nos enfants, ce sera pas aussi bien que ce que nos parents nous ont laissé. Que moi, je viens d'une famille qui a toujours bossé, qui n'avait pas forcément de facilité. Et j'ai cette image, surtout de ma maman, qui s'est défoncée pour nous élever, pour nous mettre dans des bonnes écoles, nous payer nos activités, etc. Et donc, j'ai cette force en moi de me dire, depuis que je suis petite, moi aussi, je vais y arriver. Moi aussi, je vais arriver à quelque chose et je ne peux compter que sur moi-même.
Et donc, aujourd'hui, je ne compte que sur moi-même pour essayer de créer quelque chose et laisser quelque chose aussi à mes enfants. Ou en tout cas, l'image d'une maman bosseuse. Je pense que ça, c'est aussi important. Ouais, c'est aussi un bel exemple pour tes enfants. Après, je suis une maman qui n'a pas trop de patience quand je rentre le soir chez moi. Et ça, il faut que je travaille dessus. Puisque je travaille beaucoup, j'ai quand même pas mal de stress. Et donc, je veux que les devoirs soient faits. J'aide mes enfants aussi à faire leurs devoirs. Donc, souvent, ça part en cri. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je dois bosser et je le sais. C'est parce que je suis exigeante avec eux, comme je suis exigeante avec moi-même. Et j'estime qu'ils sont privilégiés et que s'il y a une chose qu'ils peuvent faire pour me faire plaisir, en tout cas, c'est bien travailler à l'école. Donc, je suis assez exigeante sur les études. Et donc, je les fais travailler le soir. Et donc, parfois, ça part, le cahier qui part à travers le salon. Mais je tiens là-dedans et j'essaye aussi de leur donner de l'amour, en tout cas de la joie et de la positivité surtout. Ouais, bon, en tout cas, ce sont des super conseils. Donc, on va suivre tes ouvertures prochaines. Je mettrai tes réseaux sociaux puisqu'il y a d'autres ouvertures prochaines qui sont prévues à Genève peut-être et puis en province. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est les idées ne comptent pas, seule l'exécution compte. Donc, il y a plein de gens qui ont des idées, mais ça, en fait, les bonnes idées, tout le monde en a. Seule l'exécution compte. Donc, en fait, je pense que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on a une idée, il faut la mettre en forme, la mettre en place, il faut l'exécuter. Parce que j'ai entendu trop de gens dire « Ah, mais moi aussi, j'ai eu l'idée, j'ai eu la même idée que toi. » Ok, mais maintenant, en fait, qui est allé là, qui est rentré dans le sujet, qui est allé là-dedans. Donc, en fait, les idées, c'est super, mais mettez à exécution vos idées. Ça, je pense que c'est un vrai conseil. En tout cas, c'est un à quoi. C'est quelque chose qui m'aide quand je dis il faut qu'on aille vite. Ok, super, on a l'idée d'ouvrir en Suisse. Bah, partons en Suisse. Allons-y. En fait, je m'en fous qu'on le dise. Puis il faut y aller. Et ça, c'est important. Et puis l'énergie. En fait, je pense que l'argent, c'est une chose. Et souvent, on entend dire ah oui, mais c'est facile quand on a de l'argent d'entreprendre. C'est faux. C'est l'énergie. En fait, c'est comment. En fait, je vais mettre toute mon énergie à faire que ce projet voit le jour. Et aujourd'hui, on a la chance parce que la France, on dit on critique beaucoup, mais on a des aides, on a beaucoup de leviers à les réseaux sociaux qui peuvent nous aider. Et je pense qu'on a aujourd'hui des choses qu'il n'y avait pas avant qui vont faciliter l'entrepreneuriat. Comment t'expliques cette urgence un peu que tu as, tu vois, tu dis toujours faut aller vite. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse à aller vite? Pour pas que les autres me doublent. C'est votre idée que quelque chose marche, et ben les gens, ils ont envie de faire la même chose. Alors, ils savent pas ce que ça représente derrière et c'est ça aussi qui nous fait, entre guillemets, rigoler quand on entend nos agents immobiliers qui nous disent « Ah là là, tous les jours, on nous appelle, ils veulent faire comme The Nomi, ouvrir des studios. » Mais en fait, derrière, c'est tellement de boulot, c'est tellement d'investissement, comme je vous ai dit. Et comme je te l'ai dit, Béatrice, c'est pas un parcours qui est arrivé comme ça. C'est des investissements de 2 personnes, quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup de choses. Moi, je monte pas tout sur mes réseaux, mais dans une journée, j'ai pas une seconde pour moi presque. Tellement il y a plein de choses en tête à faire, etc. Et donc, aller vite, c'est pour dire que je veux qu'on soit les premiers dans ce domaine-là. Donc, je veux qu'on soit partout. Je veux pas qu'on y passe devant. Donc, moi, je dis aller vite, c'est pour mettre, entre guillemets, mes pions. Et après, ok, maintenant, j'estime qu'à Paris, ça y est, j'ai mis mes pions. Il faut que je les mette ailleurs. Merci beaucoup en tout cas Constance, donc je mettrai tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent te suivre. Merci beaucoup pour ton histoire de reconversion très inspirante. Merci beaucoup Charlie, merci de m'avoir invité. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.